Bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler ceci. Toutes les informations que je vous donne dans mes vidéos comme dans les lives reposent sur des faits concrets. Il s'agit d'un constat et non d'une interprétation ou encore d'une croyance. C'est la réalité. Cette réalité ne vous convient pas, elle ne me convient pas non plus. Sauf que cette réalité, elle nous est imposée au quotidien. Et si nous ne réagissons pas rapidement, intelligemment, eh bien nous allons toutes et tous tout droit dans le mur. Je n'ai jamais vu une situation problématique se résoudre d'elle-même. Je n'ai jamais vu une situation problématique se résoudre en appliquant des solutions, en ignorant totalement l'origine du problème. Il est important de savoir qui fait quoi, qui est responsable de la situation, afin de pouvoir conduire des revendications légitimes, intelligentes et afin d'éviter toute violence inutile. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout d'abord la façon de communiquer du gouvernement. Vous allez voir, c'est extrêmement important parce que la façon de communiquer du gouvernement a une fâcheuse tendance à être ambiguë. Dans la deuxième partie, je vais revenir sur l'Union européenne et l'ONU. Dans la troisième partie, je vais faire un point sur le convoi Liberté. Et dans la quatrième partie, je vais vous présenter la politique finale qui est mise en place à l'heure actuelle. Voilà. Dans un contexte où nous sommes face à un gouvernement qui nous ment, qui nous manipule, qui nous prive de soins, qui nous applique des directives dignes d'un régime totalitaire, mais qui, en même temps, proclame haut et fort, que ce soit en France comme à l'international, que la France est un État de droit, une république démocratique où la séparation des pouvoirs est bien en place. Alors, il va de soi que lorsque on est face à un gouvernement qui qui travaille à cette ambiguïté, puisque aujourd'hui, il y a bien un discours, mais dans les actes, ce gouvernement est en totale opposition. C'est bien dans un but précis. Et donc, là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous démontrer, c'est de vous apporter les éléments qui vous expliquent pourquoi le gouvernement tient cette ambiguïté. Et c'est un constat, c'est pas une supposition, puisque je vais m'appuyer sur des faits qui sont bien réels. Je rappelle également que les personnes qui nous posent problème au sein du gouvernement sont pour une grande partie des membres de loges franc-maçonniques. Et les francs-maçons ont la particularité d'employer le double langage, mais également de s'appuyer sur le symbolisme. Pour eux, les symboles, c'est extrêmement important. Aussi, j'ai choisi un exemple visuel. Vous savez que depuis le 1er janvier 2022, Emmanuel Macron est le président du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. À cet effet, le gouvernement a créé cet emblème. Vous constatez qu'ils ont repris les couleurs de notre drapeau, le bleu, le blanc et le rouge, et qu'ils ont fait en sorte de l'appliquer aux initiales de l'Union européenne. Vous voyez, et ils ont mis les étoiles dans le U. Ils ont mis également en bas un petit texte que je vais vous lire. L'emblème de la présidence française est celui d'une Europe tournée vers le progrès, qui avance, fière et forte. Point à la ligne. Bâti sur les initiales de l'Union européenne, il affirme son identité en lettres, en couleurs et en symboles. Alors, de ce fait, je vais reprendre ici cette première ligne où il est dit l'emblème de la présidence française. Donc, on s'attend, si on va sur le site de la présidence française, qui est le site de l'Élysée, on s'attend à voir
le drapeau bleu, blanc, rouge et bien entendu notre Marianne. Sauf que depuis le 1er janvier 2022, eh bien, le site de la présidence française n'arbore plus notre drapeau bleu, blanc, rouge, ni notre Marianne. Notre Marianne a été remplacée par ce logo, par cet emblème, et quant à notre drapeau, on y voit ici des étoiles dont on aurait tendance à croire qu'il s'agit de l'Union européenne. Mais vous allez voir, il ne s'agit pas de l'Union européenne. Alors, je vais vous apporter les explications pourquoi aujourd'hui le site de la présidence française n'est plus en symbiose avec les couleurs qui ont été données à l'Union européenne par la France elle-même. Auparavant, je vous invite à écouter le discours d'Emmanuel Macron à sa prise de fonction pour 6 mois de la présidence de l'Union européenne. Il a tenu un discours 100% démocratique. Je vous invite également à récupérer ce document sur Internet. Vous allez voir que les étoiles sont très marquées ici et par contre ici, elles s'effacent. C'est un détail, mais c'est un détail qui a toute son importance. Vous allez comprendre pourquoi dans ce qui suit. Alors, on va commencer par vous présenter quel est ce symbole ici, quelle est quelle est son interprétation. Alors, vous allez sur le site internet, vous tapez quelle est la signification de l'emblème qui se trouve sur le site de l'Élysée. Vous allez tomber sur cette page, qui est une page du site de l'Élysée et qui reprend cet emblème. Alors, je ne vais pas tout vous reprendre ce qui est écrit, je vais vous en faire une synthèse. Il se trouve que cet emblème, eh bien, c'est celui-ci. Cet emblème s'appelle le faisceau de Lichter, ici. Voilà. Et il est bien écrit qu'il s'agit d'une armoirie officieuse de la République française. Officieuse. Voilà. Alors, pourquoi eh bien, cet emblème est venu remplacer notre Marianne sur le site de l'Élysée? Eh bien, tout simplement, il vous l'explique ici. Cet emblème, c'est celui qui figure dans la salle de l'Assemblée de l'ONU à New York. Je répète, cet emblème, c'est celui qui représente la France dans la salle de l'Assemblée de l'ONU. Donc aujourd'hui, la présidence de la République française, contrairement à ce qui est dit ici, arbore un emblème qui est celui qui se trouve dans la salle de l'Assemblée de l'ONU à New York. J'insiste fortement. Voici pour l'emblème. Maintenant, en ce qui concerne ces étoiles sur le côté. Je vous invite à aller sur le site de l'Union européenne. Vous allez tomber sur cette page. Sur le site de l'Union européenne, ici, il est marqué « Site officiel de l'Union européenne ». Vous avez ce petit drapeau et tout ce qui est rattaché au site de l'Union européenne applique ce drapeau dans l'intégralité. Lorsque vous allez sur un site et que vous tombez sur ce schéma, il faut savoir qu'il s'agit d'organismes rattachés à l'ONU. J'ai dit bien, il s'agit d'organismes rattachés à l'ONU. Alors, on peut dire merci à Monsieur Guéant, puisque celui-ci a reconnu qu'il était gouverneur de l'Organisation internationale de développement économique. Donc, je suis allée chercher cet organisme parce que je vous avoue que je ne savais pas comment placer tous les organismes rattachés à l'ONU, organismes qu'on ne porte pas non plus à notre connaissance. D'accord ? Et j'ai découvert au travers de cette Organisation internationale de développement économique qu'il y a encore une autre structure rattachée à celle-ci. Alors, son sigle, c'est OIDE et la seconde, c'est IOED, qui signifie
organisation intergouvernementale de droit public. Et quand vous allez sur le site de l'OIDE, eh bien, figurez-vous qu'ils ont fait tout un organigramme que je vous présente. Ça, c'est l'organigramme qui se trouve sur le site de l'OIDE. Ici, vous avez l'ONU, vous avez l'Organisation internationale de développement économique et ici, vous avez l'Organisation internationale de droit public. Et tout autour, vous avez tous les organismes qui sont sous la gouvernance de l'ONU. Alors, j'ai regardé, il en manque, ils ne sont pas tous inscrits là-dedans. Il en manque un certain nombre. Alors, à quoi correspondent ces étoiles? Eh bien, figurez-vous que ces étoiles correspondent, et je vais reprendre comme motif, eh bien, les étoiles qui ont été mises ici, dans la barre de l'ONU. Ces étoiles correspondent à ce qu'on appelle l'ordre de Francisque. Comme vous le voyez, le bâton de l'ordre de Francisque eh bien, est bleu avec des étoiles, et le drapeau ici, en dessous, vous avez un arc de cercle réalisé avec des étoiles. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ordre de la Francisque, eh bien, c'est un ordre d'extrême droite. Et François Mitterrand avait cette décoration. Donc, aujourd'hui, sur le site de l'Élysée, l'emblème, eh bien, c'est un emblème qui est en faveur de l'ONU et non de l'Union européenne. Alors, je vais de nouveau vous rappeler la différence entre l'Union européenne et l'ONU. L'Union européenne a été mise en place selon les directives démocratiques, c'est-à-dire dans le respect des droits fondamentaux des citoyens, mais également dans le respect des gouvernements des États membres, ce qui signifie que l'Union européenne ne peut pas intervenir sur un gouvernement sans l'autorisation de celui-ci. Maintenant, je vais vous présenter un exemple très significatif des positions de l'Union européenne. Le 14 juin 2021, l'Union européenne a mis en place une réglementation stipulant qu'il ne fallait en aucun cas créer de discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés. Elle a également donné toute une liste de documents permettant une meilleure circulation au sein de l'Union européenne. Elle parle de certificat vaccinal. Certificat vaccinal, ce qui n'a rien à voir avec le pass vaccinal français. Certificat vaccinal. Certificat de rétablissement. Certificat test. Certificat de contre-indication à la vaccination. En France, le gouvernement a pris la décision d'ignorer cette réglementation et de mettre en place un pass vaccinal qui n'a rien de sanitaire, mais qui par contre crée une discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés, mais également limite la liberté de circulation des non-vaccinés. Je vais prendre un exemple. Pour aller au restaurant, vous avez besoin d'un pass vaccinal. Pour vous rendre au restaurant de votre entreprise, vous n'avez pas besoin de pass vaccinal. Alors, concernant l'ONU, je voulais préciser dans ma vidéo précédente, d'ailleurs, j'ai porté à votre connaissance les propos du sénateur Jean-Marc Pastor lors d'une commission des affaires étrangères, puisque c'était la définition la plus courte, la plus synthétique, qui permettait bien de démontrer quelle était la qualité de l'ONU. Donc, je vais reprendre simplement le dernier passage. Donc, Jean-Marc Pastor fait le point suivant et il dit à la fin que l'Union européenne n'est pas perçue comme une puissance et ne suscite pas le respect. Par contre, il faut en effet ne pas oublier que l'ONU
est une organisation d'État et que par définition, le nationalisme est une raison d'être. Je recommence pour que ça soit bien compris. Selon le Sénat, au travers des propos de Jean-Marc Pastor que l'on retrouve dans de nombreux écrits officiels, l'Union européenne n'est pas perçue comme une puissance et ne suscite pas le respect. Par contre, il ne faut pas oublier que l'ONU est une organisation d'État et que par définition, le nationalisme y est une sorte de raison d'être. Vous comprenez bien qu'il y a une opposition entre l'Union européenne démocratique et l'ONU nationaliste. C'est bien le gouvernement français, avec la collaboration des médias qui, pendant des années, vont nous faire croire que c'est l'Union européenne qui est la cause de tous les problèmes que nous rencontrons en France. Sauf que quand vous reprenez ceci de façon objective, vous vous rendez compte que c'est bien le gouvernement français qui a travaillé contre notre économie, tout simplement en prenant des mesures qui vont mettre en difficulté et qui ont mis en difficulté nos PME, nos commerçants, nos artisans, nos petites exploitations agricoles. C'est également le gouvernement qui a travaillé avec tout le réseau bancaire de la haute finance pour endetter notre pays. Pendant que nous nous attaquons à l'Union européenne, eh bien, nous laissons toute la latitude à l'ONU de mettre en place eh bien, son mode de fonctionnement basé sur le nationalisme. C'est un constat, c'est un fait. Alors, je vais faire un point sur le convoi Liberté, qui est devenu le convoi de la déception et dont beaucoup de personnes se posent la question à savoir quelle était la finalité de celui-ci. Alors, je vais tâcher de vous faire un point le plus simple possible et pour cela, je vais m'appuyer sur l'ordonnance d'Audebert du 12 février 2022. Pourquoi je m'appuie sur cette ordonnance? Parce qu'un certain nombre d'informations y sont inscrites et ces informations n'ont pas été démenties ni par M. Dimitri Audebert ni par M. Espic et ce sont des informations quand même qui ont toute leur importance. Tout d'abord, on découvre dans cette ordonnance qu'il y avait plusieurs convois, que la quasi-totalité de ces convois, eh bien, aucun n'a fait une demande d'autorisation pour manifester au cœur de la capitale. Ce qui est quand même extrêmement important, ce qui explique pourquoi le préfet et le tribunal administratif n'avaient pas d'autre solution que de refuser cette manifestation. Quant à M. Audebert Dimitri, qui lui s'occupait du convoi France via Toulouse, il a fait une demande d'autorisation, mais il l'a fait hors délai. Il l'a fait le 10 février à 13h43. Et d'ailleurs, ni M. Audebert ni M. Espic eh bien, ne disent le contraire. Donc, c'est un point important, puisqu'à partir de là, les organisateurs savaient pertinemment que la manifestation qu'ils avaient engagée était illégale. Premier point. Deuxième point, l'appellation convoi Liberté, qui, de toute évidence, a fait connaître que ce convoi Liberté était en solidarité avec le convoi Liberté qui se déroule au Canada. Étant donné que ce convoi Liberté au Canada a levé un état d'urgence, il va de soi également qu'il était évident que le préfet, comme le tribunal administratif, ne pouvaient pas accepter cette manifestation dans la capitale de Paris. Si les organisateurs avaient appelé ce convoi au nom de nos droits fondamentaux, au nom de notre 5e République, et qu'ils avaient fait une demande d'autorisation de manifestation en bon uniforme, eh bien, le préfet aurait pas pu refuser cette manifestation. Il aurait même dû, de ce fait, eh bien, travailler avec les organisateurs et les forces de l'ordre pour faire en sorte que cette manifestation se passe sans problème. Donc ça, c'est un premier constat. Maintenant,
il y a 2 autres points très intéressants dans cette ordonnance. Maître Branco a signifié sur les réseaux sociaux que pour les personnes qui ont été verbalisées alors qu'ils étaient à pied ou dans des véhicules qui n'avaient aucun signe ostentatoire d'appartenance au convoi Liberté, peuvent demander l'annulation de cette verbalisation. Je trouve que Maître Branco est très gentil parce que je serais de Maître Branco, je lèverais un collectif. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce qui se trouve dans l'article 11, il apparaît que les forces de l'ordre se sont placées en abus de pouvoir et plus précisément en ce qu'on appelle une incompétence positive. Pourquoi? Eh bien, je vais vous lire l'article 11. Dans ces circonstances particulières et à l'aune en outre de la situation actuelle de la ville d'Ottawa, qui depuis le 29 janvier 2022 fait l'objet d'un blocage par des véhicules, ce qui a conduit à ce que l'état d'urgence y soit déclaré, situation avec laquelle le convoi de la liberté en France entend, ne serait-ce que par son appellation, se référer, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté contesté qui n'interdit que la manifestation sous forme de convoi de véhicules se revendiquant expressément du convoi de la liberté porterait à la date de la présente ordonnance une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, ce qui signifie que les forces de l'ordre ne pouvaient intervenir que sur les véhicules arborant l'appartenance au convoi liberté. Il ne pouvait pas intervenir ni sur les personnes qui étaient à pied, ni sur les personnes qui étaient dans des véhicules qui n'affichaient pas l'appartenance à ce convoi. Et l'autre point qui met en cause encore les forces de l'ordre, c'est le fait que dans cette ordonnance, il est bien précisé que les convois ont prévu de se rendre à Bruxelles. Je rappelle que la France est responsable de ses ressortissants, ce qui fait qu'il revenait à la police française d'empêcher le convoi de traverser la frontière. Or, la police française a laissé le convoi aller à Bruxelles et a laissé la police bruxelloise se charger de celui-ci. Donc là encore une fois, nous sommes dans une incompétence. Et en plus, la France a porté atteinte à l'image de notre pays. Je vous invite à voir les articles en Belgique sur ce convoi, comment on parle de nous. J'ai pris le temps auparavant de bien vous montrer de quelle façon le gouvernement tenait un discours et appliquait des actes en totale opposition avec ce discours. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ce que je vais vous présenter là est très, très ambigu. Sauf que, en finalité, le constat, c'est que ce genre de structure n'a pas pu se mettre en place au terme de 2 ans. Et de ce fait, si vous prenez ce que je vais vous annoncer là, avec les structures que je vous ai dénoncées dans l'autre vidéo, à savoir le Fonds mondial, COVAX, toutes ces structures qui ont été mises en place bien avant 2008, et donc bien avant la Covid-19, avaient pour but de faire en sorte de conduire à une couverture sanitaire universelle et un revenu universel. Il va de soi qu'apparemment, les plans qui ont été décidés par l'ONU ne se passent pas comme ils souhaitaient. Néanmoins, ils continuent dans la démarche. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est bien dans de la préméditation, excusez-moi, ce qui signifie que la Covid-19 n'est pas le fruit du hasard et ce qui explique pourquoi Jacques Attali, Bill Gates et la CIA ont été en mesure d'en parler bien avant que la Covid arrive en 2020. D'ailleurs, concernant la Covid-19, je vous invite à aller sur le site de la fondation de Bill Gates, Evans,
V-E-N. Et vous allez voir, il y a une vidéo, puisqu'il a diffusé cette vidéo en fin 2019. Et cette vidéo, eh bien, est un exercice en cas euh, d'une pandémie qui s'intitule Coronavirus. Je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est très parlant. Alors maintenant, je reviens à ce que je vais vous présenter ici, qui est la finalité de la politique actuelle. Là, je vais vous parler de l'espace Schengen. Vous allez sur un site qui s'appelle ETIA Visa. E-T-I-A-S Visa. V-I-S-A. Vous allez arriver sur cette page. Alors, que signifie ETIA? Je vais vous le donner, je vais vous le dire. ETIA signifie Système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages. Alors, rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'ils usaient et abusaient d'ambiguïté. Par exemple, Eurogenfort, qui donne la connotation qu'Eurogenfort est une gendarmerie de l'Union européenne, qui n'est pas le cas. Eurogenfort est une gendarmerie qui a été mise en place par la France avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Je vous ai également porté à connaissance le SNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, qui, une fois encore, eh bien, joue d'ambiguïté, puisque le SNAPS regroupe le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la justice, puisque ce sont des magistrats qui valident le recrutement d'agents de sécurité et qui valident également le fait de recruter des agents de sécurité avec des casiers judiciaire, ce qui fait que le SNAPS, c'est l'équivalent d'une politique d'État. Donc là, lorsque on vous dit que l'ETIAS, c'est un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, eh bien, c'est extrêmement gentil. Moi, j'ai relu les documents parce que j'ai ces informations depuis lundi. Depuis lundi, je les ai relus et re-relus. D'ailleurs, vous voyez, il y a du stabilo un peu partout parce que j'ai essayé de croiser les informations les unes et les autres. Eh bien, pour moi, aujourd'hui, ce qui est mis en place, c'est pas un établissement, c'est pas un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages, c'est ni plus ni moins qu'un système policier européen. Alors, je vais vous en faire une synthèse. À vous d'aller prendre connaissance de ces documents. Vous allez voir, là, l'ambiguïté, elle est bien présente et elle est très sérieuse parce que vous vous retrouvez avec des pays de l'Union européenne dont les citoyens ne pourront plus circuler librement parce que ce pays de l'Union européenne ne fait pas partie de l'espace Schengen. Inversement, vous avez des pays qui font partie de l'espace Schengen, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui, eux, par contre, auront le droit de circuler partout. Et vous avez des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne ni de l'espace Schengen, mais dont on va leur donner l'autorisation de pouvoir circuler librement. Écoutez, pour s'y retrouver, c'est pas possible. De toute façon, dans tous les cas, ce qui est inacceptable, c'est la nomination de l'espace Schengen comme étant un gouvernement unique. Je vais y venir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit noir sur blanc. Donc là, vous avez ce document qui est marqué ici, différence entre l'Union européenne et l'espace Schengen. Alors moi, je suis allée directement sur le point précis ici. Qu'est-ce que l'Union européenne? Je vous lis. Les pays de l'Union européenne sont autonomes sur de nombreux aspects politiques, notamment en matière de politique étrangère, mais sont dépendants des institutions judiciaires et législatives de l'Union européenne. C'est faux. Nous avons notre système judiciaire. D'ailleurs, à l'heure dont je vous parle, la France n'est pas en adéquation avec les mesures préconisées par l'Union européenne au niveau de la justice. C'est pareil au niveau de l'éducation nationale. Au niveau de l'Union européenne, on est classé 27e sur 33. Nous ne suivons pas les directives de l'Union européenne. Je continue. Bien que chaque État membre possède son propre gouvernement, je répète, on est dans l'Union européenne. Bien que chaque État membre possède son propre gouvernement,
Il existe un nombre de lois communes couvrant plusieurs domaines, dont le commerce, l'agriculture et le développement régional. Ce qui a été oublié d'être noté là, c'est que au niveau des lois communes, il y a également la réglementation concernant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. C'est marrant, on n'en parle pas. Je continue. Le marché unique de l'Union européenne permet la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Les citoyens européens ont le droit d'étudier, travailler, vivre et prendre leur retraite dans l'ensemble de l'Union européenne. Alors, il faut savoir que ça, c'est pas encore fait, parce que dans ce cas, il faut que nous ayons une caisse de retraite unique, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, ils ont anticipé, d'accord? Ils ont anticipé la couverture sanitaire universelle, puisque aujourd'hui, dans l'une de mes vidéos, il y a Pascal du syndicat Safalgi qui précise qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à savoir quel est le statut juridique de notre sécurité sociale, de l'URSSAF et donc de nos caisses de vieillesse. Alors, ça, c'est pour l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Union européenne, chaque État membre possède son propre gouvernement. Maintenant, qu'est-ce que l'espace Schengen? L'espace Schengen agit donc comme un pays unique pour les visiteurs dans l'Union européenne. Quand nous a-t-on informé que l'espace Schengen était devenu un pays unique pour les visiteurs dans l'Union européenne? Alors en plus, pour les visiteurs dans l'Union européenne, ça va beaucoup plus loin que cela, puisque comme je vous l'ai dit, il y a des pays de l'Union européenne qui n'ont pas signé le traité de Schengen, qui de ce fait se retrouvent à devoir avoir un visa. Inversement, vous avez des pays qui ont signé le traité de Schengen, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et l'espace de Schengen va accepter des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, ni de Schengen, mais c'est eux qui décident. Donc nous avons aujourd'hui l'apparition d'un gouvernement unique de l'Union européenne. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit en toutes lettres, hein. Alors, il faut savoir que pour ce visa, ça sera un visa payant. Donc, il faut que vous vous assurez que vous avez les moyens de payer ce visa. C'est marqué dans tous les documents. Je vous dis, moi, j'ai biffé partout. Je ne vais pas tout vous lire. J'en ai biffé partout. J'ai lu tous les documents. Voilà ce qui est dit. Et attention, les informations qui vont devoir être apportées, je veux dire, sont dignes des documents qui étaient en place sous le régime de Vichy, puisque ce visa va comporter le nom complet, date et lieu de naissance, adresse actuelle. Jusque-là, pose pas de problème. Mais il faudra également donner les informations sur les parents. Et il faudra donner les détails du passeport et de la nationalité. En plus de ces renseignements personnels de base, les candidats devront également répondre à des questions relatives à la consommation de drogue, le terrorisme, le trafic d'êtres humains, les voyages dans les zones de conflit, le casier judiciaire, l'historique d'emploi, les voyages antérieurs en Europe et informations de sécurité, dont là on ne sait pas ce qu'ils mettent dans informations de sécurité. Il est écrit qu'il n'est pas prévu, a priori, de prendre les empreintes. Mais quand c'est pas marqué formellement, il n'y aura pas de prise d'empreinte. Là, il est marqué, il n'est pas prévu de prendre les empreintes. Je suis désolée, mais moi, quand j'ai lu ce document en large et en longueur, eh bien, l'espace Schengen n'est ni plus ni moins qu'un gouvernement policier qui réglemente et qui intervient en plus sur tous les États de l'Union européenne et même en dehors. Et derrière, eh bien, cet État policier Schengen, il faut savoir qu'ils ont déjà créé plein de structures, hein. J'ai découvert Frontex, donc ils ont déjà mis en place Frontex. Il faut savoir que récemment, ils viennent de revoir Europol. Donc, ils modifient les structures de l'Union européenne. Donc là, notre Union européenne est fortement en danger. Et si l'Union européenne est en danger, notre démocratie est en danger. Donc, il faut bien choisir les cibles vers lesquelles on s'attaque. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Union européenne qui est notre ennemi, c'est même l'inverse.
Si nous perdons l'Union européenne, eh bien, nous tombons sur le coup du nationalisme de l'ONU qui met en place son gouvernement unique sans nous demander notre avis. Alors, le site, je vais vous le mettre sur la finalité de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Je vous invite à aller lire les documents, vous allez voir, c'est hallucinant. Tout ce qui est fait, tout ce qui est conduit à notre insu, tout ce qui est engagé. Donc, ils estiment pouvoir mettre en place ETIAS, eh bien, pour la fin 2022.